Bienvenue à cette conférence sur la chaîne critique. Le programme est assez simple. On va faire une introduction, positionner la chaîne critique dans l'ensemble de la théorie des contraintes et après dérouler les différents éléments de la chaîne critique. On va commencer par la gestion d'un seul projet, du monoprojet, pour ensuite parler de la gestion d'un portefeuille de projets. Et pour un projet, on va d'abord parler de la planification, ensuite de son exécution et comment on peut faire de l'amélioration continue dans le cadre de la chaîne critique. Et puis, on conclura par un certain nombre d'études de cas. Et c'est donc parti. Je m'appelle Philippe Maris, je fais ça depuis longtemps, plus de 30 ans, 280 entreprises à travers le monde. Et j'ai écrit un livre très ennuyeux et j'ai fait plein de vidéos sur le sujet. Ce qui est peut-être mal compris du sujet d'aujourd'hui, de management de projet par la chaîne critique, c'est que tout ça fait partie de la théorie des contraintes. La théorie des contraintes est surtout connue à travers le livre Le But, et on parle de capacité, de goulot et ainsi de suite. Quand, en fin de compte, Eli Goldratt a parler de ça, mais en parlant de ça, il a beaucoup parlé de la gestion de l'incertitude et de la variabilité. Et c'est cette partie-là qui est mise en exergue ou qui est exploitée à fond dans le management de projet, parce que bien sûr, un environnement de projet, c'est très incertain. On ne sait pas combien de temps ça va prendre pour faire ceci ou cela, il y a plein d'incertitudes. Et donc, on n'est pas dans de la production répétitive. Donc, c'est de ça qu'on va parler, de cet aspect-là du monde. Et ça commence très simplement, et comme souvent avec Eli Goldratt, de manière très interpellante et brutale. Il dit qu'on devrait arrêter dans le monde des projets d'essayer de donner un seul chiffre pour une durée, par exemple. Dire que ça va prendre 4 jours. S'il y a de l'incertitude, c'est ridicule. Il faut dire que la moyenne est de 4 jours, mais après l'écart type ou je ne sais quoi, ou ça va prendre entre 4 et 6 jours, bref, parler de l'incertitude qu'il y a autour d'une durée de tâche. Et c'est en gérant explicitement l'incertitude que la chaîne critique permet d'obtenir des résultats étonnants. On va voir tout à l'heure. Donc Maris Consulting a bientôt 17 ans, basé ici même à Paris. Et on intervient dans le monde industriel à travers le monde. En ce moment, on est à plus de 80% à l'étranger et 20% en France. Pour moitié des interventions de performance industrielle, produire plus vite, à l'heure, moins cher, etc. Et l'autre moitié, le sujet d'aujourd'hui, le management de projet. Une idée de nos clients, on est assez difficile à cerner parce qu'on travaille partout où il y a un produit physique, quel qu'il soit, que ce soit une fusée, ou un burger, ou un sac à main, ou une voiture, ou un train, ou un avion, etc. Donc voilà, le monde du physique, on est moins dans les administrations et les grosses sociétés de services. Donc la théorie des contraintes, imaginée par Eliyahu Goldratt, connu surtout par le livre Le But, qui est donc maintenant disponible dans 32 différentes langues, à 7, bientôt 8 millions d'exemplaires vendus, continue à se vendre, même s'il a été écrit avant Internet, avant le téléphone portable, etc., avant SAP. Et pourtant, tout le monde lui reconnaît encore plein de pertinence et de fraîcheur, c'est étonnant, à son âge maintenant. Mais ça parle de comment gérer une usine, donc c'est la partie gestion de production de la théorie des contraintes, et nous allons parler de gestion de projet. Juste pour résumer en une seule page qu'est-ce que c'est la théorie des contraintes, on part de l'idée qu'on n'arrive plus à distribuer le travail équitablement dans une organisation, et pourtant on croit le faire. Par exemple, le patron, quand ils se réunissent pour faire les budgets annuels, ils disent tiens, on va mettre 12 personnes là, 14 là, 16 là, etc., en se disant voilà, c'est la bonne quantité, et que j'ai donc distribué le travail et les capacités équitablement à travers mon organisation. Comme ça, après, je peux mettre des objectifs de performance locale, il faut que tu travailles tout le temps, on mesure l'efficacité locale, et ainsi de suite. Et tout le management des entreprises est basé sur cette idée, que ce soit pour les objectifs de performance locaux,
que ce soit pour le contrôle de gestion, le calcul des prix des coûts de revient, etc. Tout parle de l'idée que toutes les ressources sont identiques. La théorie des contraintes dit que c'est pas possible, c'est plus possible en particulier. Il y a quelqu'un qui a la courte paille, qui a plus de travail que les autres. C'est elle qui est la contrainte du système, qui va déterminer ce que l'organisation, l'usine peut faire. Il faut la trouver. Une fois qu'on l'a trouvée, puisque c'est elle qui détermine les performances, il faut se concentrer dessus et essayer de faire en sorte qu'elle produise plus, parce que c'est ça qui va faire la différence. Ça ne sert à rien d'augmenter les performances d'une ressource qui est en excellente capacité. Ça ne produira rien que des encours excessifs qui n'arrivent pas à passer à travers le boulot. Et donc on a ces règles bizarres. Une heure perdue sur le boulot, c'est une heure de chiffre d'affaires perdu. Une heure gagnée sur un non-boulot, ça ne sert à rien. Et on a des règles duales, deux types de règles selon qu'on parle d'un boulot ou d'un non-boulot. Voilà. Pour faire très vite, voici la théorie des contraintes dans son ensemble. Nous allons donc nous concentrer sur la chaîne critique. Les autres domaines sont celui du but, qui est ici, appelé tambour corde, drum buffer rope. C'est la méthode de gestion des flux dans un environnement répétitif de production. La chaîne critique dont on va parler. La supply chain, qui a une approche... il n'y a pas vraiment de traduction française pour la solution. Elle est appelée replenishment en anglais. Et il y a un cousin depuis maintenant 8 ans qui s'appelle le DDMRP, le Demand Driven MRP, où il y a une nouvelle manière d'envisager la gestion des flux dans une supply chain. D'autres domaines, le marketing et les ventes. Qu'est-ce qui se passe si, en fin de compte, la contrainte de capacité est dans cette partie de l'organisation, la capacité de vendre ou le marketing et faire venir les clients. Le throughput accounting, pas vraiment traduit, c'est pas une manière de faire de la comptabilité, mais c'est une manière de prendre des décisions à base d'informations financières, du genre quel est le bon prix de vente de mon produit, quelle est la marge que je fais sur tel et tel produit. Et puis la théorie des contraintes dans les services, c'est une chose qu'on a fait par exemple chez McDo pour réduire de moitié les durées de livraison, les temps d'attente dans les restaurants et ce genre de choses. Et là, la particularité, c'est qu'on ne veut pas de goulot, on ne veut pas de contrainte de capacité, parce que sinon il y a une file d'attente, tout le monde n'est pas content. Mais il faut piloter un flux et il y a des contraintes qui apparaissent et qui disparaissent en fonction des rushs, des micro-rushs. Juste, il y a 15 personnes qui viennent rentrer d'un coup. Là, j'ai une contrainte pendant un quart d'heure. Voilà, ça c'est la partie théorie des contraintes où on parle goulot, non-goulot et incertitude. Il y a un autre domaine de thinking process de Eli Goldratt. Moi j'appelle ça ce n'est pas de la théorie des contraintes, certains appellent ça de la théorie des contraintes, mais il n'y a plus de contraintes dedans en fait. C'est pour ça que ça me semble bizarre de l'appeler de la théorie des contraintes, mais c'était que Eli Goldratt avait une autre passion qui était to teach the world to think, essayer d'améliorer la manière dont on réfléchit, on prend des décisions, on analyse les choses, et ça a donné les thinking processes ou les logical thinking process. Et il y a un certain nombre d'autres choses qui sont assez inclassables. D'accord. Mais bon, aujourd'hui nous allons nous concentrer sur juste la partie chaîne critique de management de projet. Donc, la planification. Planification et exécution, les deux piliers très forts, et dans chacun d'entre eux, c'est à peu près complètement différent de ce qu'on fait d'habitude. Ça part du constat suivant. Il est étonnant dans le monde des projets que la performance n'est pas bonne, quelle que soit l'entreprise. On termine en retard, on explose les budgets, on a des problèmes sans cesse. Et pourtant, quand on regarde plus dans le détail comment on a planifié un projet, il y a de la sécurité partout. C'est-à-dire qu'il y a une tâche là quelque part qui devait prendre peut-être 4 semaines et on s'est donné 12 semaines pour la faire. On a mis des sécurités un peu partout dans le système. Et pourtant, on termine en retard. On fait des réunions sans cesse. Souvent, on calcule la proportion du temps de management d'un projet par rapport à la réalisation du projet, et on dépasse les 20% de management. On n'est pas en train de faire le projet, on est en train d'en parler, de gérer, de faire des priorités, machin, etc.
Donc toute cette énergie, toutes ces précautions donnent des projets en retard. Comment se fait-il? Okay. Et c'est à nouveau cette habitude d'Eli Goldratt de faire la différence en prenant une vue systémique ou globale, de se rendre compte où est l'erreur. Elle provient du fait que on a essayé de décomposer un gros problème, un gros sujet, en petites cases et ensuite donner des objectifs à chacune des petites cases. Et en fin de compte, en demandant aux personnes de tenir une durée fixe pour une tâche, on a tué la possibilité de terminer à l'heure. Parce que les gens vont prendre une protection sur cette tâche. Si je vous demande de vous engager, combien de temps ça vous prend pour faire cette tâche, vous ne savez pas, ben, vous rajoutez une petite marge de sécurité pour être un bon soldat. Et si vous avez surestimé le temps et que vous le faites 3 fois plus vite que ce que vous avez dit, vous n'allez pas lever la main en disant « Oh chef, je l'ai fait 3 fois plus vite ». Pourquoi? Parce que si on fait ça, le risque c'est que la prochaine fois, ils vous disent « Bon, la dernière fois c'était 2 jours, donc là c'est 2 jours ». Okay. Donc on va attendre le dernier moment et on le livre à peu près en fonction de l'engagement qu'on a pris. Donc jamais on prend de l'avance, on peut parfois prendre du retard. J'ai pas le temps de présenter tous les éléments qui rentrent en ligne de compte, mais grosso modo c'est ça, c'est que ces systèmes de marge locale sont complètement gâchés dans les projets, et parce qu'elles sont gâchées, dès qu'il y a des problèmes, et il y aura bien sûr des problèmes, ben, ça impacte le délai final, et ça prend du retard, et ça coûte plus cher, et ça se passe mal. Voilà. Donc, version de 3 minutes de qu'est-ce que c'est l'approche de planification et d'exécution chaîne critique. Après, je vais la détailler plus longuement. On a ici un projet avec, très simple, avec 3 tâches de conception d'un produit en 32 semaines. Pendant 4 semaines, on va prouver le concept. Pendant 16 semaines, on va faire le prototype. Et pendant 12 semaines, on va développer la pré-série. Par exemple, je prends juste un cas d'école. Et on va terminer, non pas en 32 semaines, mais en retard, à 50 semaines ou très en retard, n'est-ce pas? Régulièrement, on fait des audits de performance de développement de nouveaux produits, et on arrive à 0% de respect des dates de fin. Les bons sont à 25% de respect des dates de fin pour les développements produits. Et comment est-ce qu'on est arrivé à ces 4 semaines, 16 semaines, 12 semaines? Ben, on est allé voir le premier patron, on lui a dit voilà, on a un nouveau produit à développer, combien de temps ça pourrait prendre? Il regarde par la fenêtre, il fait semblant de réfléchir, et il dit 4 semaines, que le chiffre qu'il a donné presque toujours pour ce genre de questions. Il va voir le suivant, et il lui dit quand est-ce que tu peux avoir terminé le prototype? Pareil, pour impressionner son interlocuteur, là, il pianote sur Excel et fait des calculs, mais en fin de compte, on peut pas trouver la réponse dans un ordinateur. Et donc lui, il dit 16 semaines. Il va voir le dernier qui va faire la pré-série, qui lui dit 18 semaines. Il dit non, c'est vachement important, il faut que ça sorte plus vite que ça, je prends note 12. Okay. Et puis, voilà, on a soi-disant planifié le projet. Okay. La chaîne critique dit qu'il ne faut pas faire ça. Okay. Il ne faut pas demander des engagements dans un monde incertain, sinon tout le monde prend des sécurités et ça se passe très mal. Donc, il faut demander aux personnes si, dans les conditions idéales, vous n'aviez que ça à faire, vous avez toute l'information qu'il vous faut, combien de temps, en moyenne, ça pourrait vous prendre. En moyenne. Ce n'est pas un engagement. Et on prend ces durées-là. Et puisqu'on sait que c'est complètement irréaliste de travailler avec ces vitesses-là, c'est un monde de parfait, sans aucune incertitude et aléa, n'est-ce pas? On rajoute une protection globale pour le projet dans son ensemble, un buffer, un tampon, qui va, lui, absorber le fait que, bien sûr, on va rencontrer des problèmes, ça va prendre plus de temps que prévu, on va peut-être être obligé de recommencer quelque chose, un fournisseur va nous livrer en retard, ou je ne sais quoi. Une protection qui est de l'ordre de 1/3 de la durée globale. Donc, un gros bloc de temps en sécurité. Et une fois qu'on a fait ça, on va exécuter à l'aide de cette fever chart, qui, très simplement, regarde quand le déroulement du projet, du début à sa fin, et sur l'axe vertical, la consommation du tampon, justement, avec une idée très simple. Si je suis dans le vert, la partie en bas à droite, c'est que j'ai les incertitudes et le bruit que j'imaginais. Tandis que je suis en haut à gauche dans le rouge, j'ai plus de problèmes que ce que j'avais estimé. Et je vais avoir un problème. Et ce qu'on essaye de faire, c'est de faire en sorte qu'on termine avec un peu d'avance.
tout projet. Okay, ça peut paraître absurde quand on part de... Le point de départ, c'est que tout est en retard. Mais si vous devez, par exemple, prendre un avion, vous faites comment pour pas rater l'avion? En arrivant devant la porte d'embarquement avec un peu d'avance. Hein. C'est comme ça qu'on fait dans la vraie vie. C'est du bon sens évident. La chaîne critique fait pareil. Pour arriver à des taux que vous verrez sont, par exemple, 100% ou 98% de respect de délai dans un monde incertain, il faut en fait viser des fins un peu à l'avance. Parce qu'en plus, c'est au dernier moment qu'on découvre qu'on a des problèmes souvent. Hein. Voilà, ça c'est la version très rapide. Maintenant, on va regarder ça de plus près. Un planning ici où on a plusieurs choses à faire par différentes personnes. Donc 3 différents ensembles de travail qui se regroupent pour une dernière tâche. Voilà, c'est ça le projet fait par différentes personnes. La première chose qu'on va faire, c'est donc de réduire les durées des tâches. Et on va leur demander à ce que ce soit des durées focalisées. Une durée focalisée, c'est un temps idéal, c'est-à-dire que j'ai exactement toute l'information qu'il me faut, ou tous les éléments, le kit d'information, les pièces, etc. Les détails des plans, les spécifications, ça dépend du projet. J'ai tout ce qu'il me faut pour travailler. Je n'ai que ça à faire. Pas de réunion, pas de téléphone qui sonne, pas d'email, etc. Je n'ai que ça à faire. Combien de temps ça peut me prendre en moyenne? En moyenne. Ce n'est pas un engagement. La moitié du temps, ça prendra plus que le chiffre que je donne. Okay, ça va donc réduire les durées. Peut-être un des slides les plus importants, en tout cas, de savoir-faire de Maris Consulting à ce sujet, c'est celui-ci. Comment est-ce qu'on arrive à faire ça? De réduire les durées données. Parce que, faisons attention, si vous parlez de la chaîne critique en disant voilà, c'est une façon qui permet d'aller à peu près 2 fois plus vite et de terminer à l'heure. Ah ouais, comment est-ce qu'on fait? On divise la durée des tâches par 2. Ah, c'est pas très crédible votre histoire. Et pourtant c'est presque ça. Donc où est le piège? Eh bien, pour nous qui faisons ça beaucoup, c'est assez simple. Si comme malheureusement le disent certaines personnes, certains livres, etc., vous faites quelque chose de top-down et vous dites à tout le monde, voilà, je vous donne moitié moins de temps qu'avant, ok, débrouillez-vous, ça marchera pas, il n'y aura pas d'adhésion, les gens vont se dire c'est pas juste, c'est n'importe quoi, etc. Par contre, si vous expliquez aux gens qu'est-ce que c'est la chaîne critique, je suis en train de le faire, et que ensuite vous retournez les voir et vous leur posez les questions de la durée des tâches, ceux qui vont la faire, et vous dites je veux 2 temps. Pas 1, je veux 2. Je veux le temps focalisé, que je viens de décrire, n'est-ce pas, dans les conditions parfaites, et je veux votre estimation pessimiste. Si les choses vont mal, ça pourrait prendre combien de temps? Donc on n'est plus en train de demander un chiffre et un engagement. On fait exprès de leur demander 2 pour montrer qu'on est intelligent, il y a de l'incertitude, donc je vous demande plus l'engagement. Si tout se passe bien, c'est quoi? Et si vous avez beaucoup de problèmes, c'est quoi? Okay, donc on demande 2 temps. Et si on fait ça, nous, c'est notre expérience, on a bien un engagement de la part des personnes puisqu'ils ont apprécié d'ailleurs l'intelligence de la nouvelle façon de poser la question. Et à leur manière, ils s'engagent, ou en tout cas, ils se sentent un peu propriétaires de ces 2 durées qu'ils ont données dans l'estimation. Et plus précisément, quand on regarde et qu'on fait ça, on va découvrir que la différence entre les 2 temps, focalisé et pessimiste, varie beaucoup. L'écart type est très différent. Vous prenez un développement pharmaceutique dans lequel il faut montrer la stabilité d'un médicament en le mettant dans un frigidaire pendant 12 mois. C'est 12 mois, c'est la législation, c'est pas un choix. Donc il y a des tâches qu'on peut pas comprimer, ou une tâche de sous-traitance, on doit l'envoyer pendant 5 semaines à faire un traitement de surface, etc. C'est contractuel, ça va pas bouger. Tandis que d'autres, écrire tel ou tel rapport, là, vous allez voir un truc où ils se sont donné 10 jours, et en fin de compte, il y a 2 heures de travail. Hein, dans les conditions focalisées, vous n'avez que ça à faire, etc., etc. Le téléphone ne sonne pas. Bah ouais, en 2 heures, c'est fait. Et donc, parfois, on comprime énormément. Le résultat, c'est que de notre expérience, si vous faites ça, si vous rendez intelligents les personnes dans la définition des durées, vous avez sans problème des durées qui, en moyenne, à travers tout le système, sont réduites de moitié, voire plus que ce qu'elles étaient auparavant. Voilà. C'est juste une petite précaution, ne pas faire du top-down, mais faites un peu de pédagogie, et après, demandez-leur les temps, et vous serez, je pense, surpris du résultat. C'est un peu plus cruel que ça, en fin de compte. Si vous faites ce travail, la qualité de la réponse sera un jugement de la confiance que les collaborateurs ont dans le management.
Parce que s'ils pensent qu'ils vont quand même se faire taper dessus s'ils dépassent la moyenne, ils vont avoir des grosses moyennes. C'est assez simple. Alors, on poursuit. On a divisé les temps par deux. La chaîne critique fait autre chose qui est de prendre en compte les capacités. Nous avons ici un planning à capacité infinie dans lequel Pierre était prévu de faire deux choses à la fois. Okay. Dans notre vécu, la plupart des autres organisations, c'est un tel chaos que on lancerait un planning comme ça, de toute façon. On ne gère plus les capacités des individus en gestion de projet. Et voilà, la chaîne critique ne fait pas ça. Elle prend en compte les capacités des gens. Donc elle va niveler ou séquencer les tâches pour faire en sorte que on prenne en compte les disponibilités des ressources. Okay. En réalité, si vous connaissez bien les méthodes de planification de projet traditionnelles, la fonction existe même dans les vieux outils, c'est juste que les gens n'appuient plus sur le bouton parce que y a tellement d'autres problèmes qu'on n'est pas à ça près. Voilà. Donc le chemin critique et la chaîne critique, puisqu'on nous pose souvent la question, le chemin critique est ici, c'est la séquence de tâches qui mis bout à bout va donner la durée la plus longue. La chaîne critique c'est la même chose, mais en prenant en compte les capacités des gens. Et donc ici, on a mis Pierre une tâche après l'autre plutôt que plusieurs choses en même temps. Donc voilà la définition de la chaîne critique, ici en rouge sur le graphique. Et la chaîne critique, le chemin le plus long de dépendance logique de tâches, logique, c'est-à-dire il faut que je fasse ça avant de ça, n'est-ce pas, et prise en compte des tâches des ressources. Pierre ne peut pas faire deux choses à la fois, il faut qu'on choisisse s'il fait ça ou ça. Okay. Il faut faire attention parce que la chaîne critique, ça c'est sa définition technique dans le lexique, etc. Mais c'est très très limité ça. Vous allez voir tout ce qui lui manque. Il lui manque le tampon. Il n'y a pas de tampon dans cette définition-là. Et donc nous, dans nos discours, on parle plus souvent de l'approche chaîne critique parce que la définition sec et technique de la chaîne critique, c'est pas très intéressant en fait. Mais voilà, si vous voulez faire de la chaîne critique, il vaut mieux savoir qu'est-ce que ça veut dire, et c'est ça. Voilà. Donc on a cette chaîne critique ici en rouge dans le schéma. Okay. Alors, deuxième point de subtilité, en tout cas, qui est à prendre en compte quand on veut comprendre la chaîne critique, c'est qu'il y a non pas un tampon, mais deux tampons. Donc on a la chaîne critique en rouge. Okay. Pour que on puisse terminer cette chaîne critique à l'heure, on a rajouté un buffer projet de à peu près un tiers de la durée. Okay. Mais on n'a pas fait que ça, en fait. On a rajouté un deuxième type de tampon qui s'appelle des tampons auxiliaires ou des feeding buffers en anglais, des tampons d'alimentation. C'est toutes les tâches non critiques qui doivent contribuer au projet. Ils ont de la marge de manœuvre et ils sont pas critiques pour le succès ou l'échec du projet, mais il faut quand même qu'elles soient au rendez-vous à tel endroit. Et pour s'assurer que toutes ces activités non critiques demeurent non critiques, mais ne mettent pas en péril la chaîne critique, on a des tampons auxiliaires, c'est-à-dire qu'on prévoit que toutes ces activités ici sont faites non pas tout de suite, mais juste à temps et en se protégeant avec des tampons pour s'assurer que quand leur travail rejoint la partie critique du projet, elles sont à l'heure. Quand on fait ça, c'est ce qui est très impressionnant, c'est que la chaîne critique, elle va rester là où on l'a prévu en planification initialement. Ce qui n'est pas le cas des gens qui font du chemin critique. Ils ont tendance à découvrir chaque semaine, chaque mois, que le chemin critique s'est déplacé, le problème n'est plus là, il faut aller là, on est en pompier permanent, on change de sujet de priorité sans cesse. Si on a structuré sa planification de cette manière, la partie critique, la chaîne critique en rouge ici, restera exactement où elle était prévue, du début à la fin, parce qu'on s'est assuré que le non critique demeure non critique en protégeant le côté critique du projet. Voilà. Donc ça c'est dans les versions carte postale très brèves, on parle surtout du tampon projet, mais quand on rentre un peu dans le détail de la vérité de la chaîne critique, les tampons auxiliaires, les feeding buffers sont aussi très importants parce que ça permet une très grande robustesse du planning et aussi une très grande simplicité d'exécution d'un projet. Parce que la chaîne critique pour un projet est seulement à un endroit, à un moment donné. Donc quand nous on a eu à travailler, je sais pas, sur le développement d'un moteur d'avion
avec 400 personnes dessus, un bâtiment entier de personnes dans tous les étages en train de travailler dessus, on savait que la partie critique, c'était juste dans un de ces bureaux à un moment donné. Tous les autres étaient non bleus, tous les autres étaient du bleu. Donc, c'est une fois qu'on a compris ça, on sait, là, il faut que j'aille voir si les plans de l'aube, etc., sont à l'heure, ou s'ils ont un problème, s'ils ont besoin de moi. C'est ça, la puissance de focalisation de la théorie contrainte en général et de la chaîne critique ici, c'est ça. C'est que, même si vous avez un giga projet, vous allez voir dans les exemples, on peut avoir des choses avec des centaines de personnes, la chaîne critique, elle est seulement à un endroit, hein. Tous les autres sont non critiques. Et une fois qu'on a compris ça et qu'on s'est assuré que ça reste comme ça du début à la fin, on obtient des performances et une sérénité très très importante. Voilà, version un peu accélérée de la planification. On va parler de cochon rose et donc de l'exécution. Pourquoi cochon rose? Parce que la première fois qu'on a mis en cette partie-là, c'était dans quelqu'un qui développait des produits pharmaceutiques pour le monde animal. Le projet pilote était pour des cochons. On a utilisé un cochon comme mascotte. Mascotte comment? Une fois qu'on a compris la chaîne critique, qu'elle est seulement à un endroit donné dans l'organisation, pour la visualiser, pour que tout le monde soit au courant, la manière la plus simple, c'est de mettre un gros objet remarquable qui va suivre physiquement la chaîne critique. C'est ce que nous avons fait dans Euroclearspace pour la production des premiers étages de la fusée Ariane. C'était un va-et-vient entre le contrôle qualité qui regardait les rayons X et la production qui faisait les soudures. On leur a donné un mascotte qui devait passer de l'un à l'autre. C'est toi qui as la fusée, maintenant c'est toi. C'est une mascotte. Ça c'était pareil, sauf que puisqu'ils étaient en pharmacie animale, ils se sont amusés à prendre un gros cochon rose de jouet d'enfant, un truc assez amusant. Et ça, on le déplaçait d'un bureau à un autre. Voilà, c'est à toi, je passe le projet. Donc Pierre, il amenait son truc, il donnait à Simon un gros cochon rose. Et tout le monde savait, laisse-le tranquille, c'est lui qui détermine le futur de ce projet. Voilà, ça permet de visualiser la focalisation. Quand il y a trop de projets, ça ferait ménagerie d'avoir des mascottes comme ça pour tous les projets. On peut arriver au même résultat. Là, c'est un exemple dans un industriel de l'aéronautique où ils ont des salles qui sont réservées à la chaîne critique. Les gens qui doivent travailler sur la chaîne critique, ils peuvent aller s'isoler là-dedans. Impossible de les appeler. Ils sont protégés pour pas être en multitâche, embêtés, etc. Là, au moins, ils peuvent travailler. Ok. Donc voilà l'autre façon de faire. Ça, on a commencé avec un cochon rose. Depuis qu'on a montré cette idée, tous nos clients débordent d'imagination pour choisir des trucs de plus en plus extraordinaires. Ça, c'est des autres exemples ça, c'est du Thalès ou du safran, je m'en rappelle plus. Voilà. C'est l'idée de tout ça, tout bête de la course de relais, n'est-ce pas? La mascotte, c'est le bâton de la course de relais. Ça marche très bien. D'où le cœur, nous le recommandons si c'est possible, parce que tout le monde trouve ça très parlant, très simple, amusant. Ça marche. Une forte adhésion. Alors, je reviens sur le graphique. Maintenant, on peut mieux comprendre. L'axe horizontal, comment est-ce qu'on sait où on en est dans le projet? C'est la proportion de la chaîne critique que nous avons fait. N'est-ce pas? Puisque c'est la chaîne critique qui est la contrainte du projet, qui va déterminer quand le projet va être terminé. L'axe horizontal, pour savoir où on en est dans un projet, c'est la chaîne critique. Voilà, je suis à 50% de la chaîne critique ou pas, n'est-ce pas? Le tampon projet, on en a parlé, et on peut revenir sur ce graphique. Dans cet exemple, voilà, on est bien sûr, on commence en bas à gauche à 0%, hein, et c'est tout à fait normal qu'on consomme le tampon, puisque c'était des durées optimistes, naïves, et tout ce qu'on cherche à faire, c'est de s'assurer qu'on n'ait pas plus de problèmes que ce qu'on a imaginé dans la planification. C'est quelque chose d'extrêmement simple, et les couleurs qui sont là sont complètement empiriques, c'est pas calculé, hein, on dit juste, voilà, c'est dans le vert, on a les problèmes ce à quoi on s'attendait, dans le rouge, on a plus de problèmes que prévu, et entre les deux, l'orange, c'est bien fait attention, vous êtes entre les deux là. Voilà.
Ça plaît beaucoup parce que c'est vrai que c'est très parlant. Je le répète parce que les gens ont du mal à avoir ce niveau d'ambition. L'idée, c'est de terminer ces projets un peu en avance. Okay, une fois que les gens arrivent à ce genre d'état d'esprit, ils se rendent compte de l'importance de la chose, parce que sinon, si on ne fait pas ça, les gens ont tendance à être sans cesse en train de regarder la date de fin, ça part, c'est fini dans 2 semaines, etc., etc. Il y a de la panique, on ne regarde que ça, qu'on devrait aussi regarder ailleurs. Donc voilà, maintenant on va parler de la gestion d'un portefeuille de projet. En réalité, dans notre travail, en tout cas, on est presque toujours en train de gérer des portefeuilles et pas des projets individuels. Ça arrive, mais la vaste majorité de nos interventions de chaîne critique sont sur des portefeuilles et pas sur un projet individuel. C'est quelque chose à nouveau de très curieux. C'est pour ça qu'on a, pour des questions pédagogiques, commencé par présenter un projet. Et maintenant, on parle du portefeuille. Si on a planifié et exécuté chacun des projets, il m'a mis un timing dessus. Si on a planifié et exécuté chacun des projets individuellement, comme je l'ai décrit, avec une bonne probabilité qui termine en avance, c'est quoi le problème pour gérer un portefeuille de projets sain, où ils vont tous terminer en avance? C'est facile. Donc les gens qui considèrent que gérer un portefeuille de projet, c'est un casse-tête, c'est le cauchemar, etc., c'est vrai dans le monde traditionnel. En chaîne critique, c'est très très simple, puisque c'est plus facile qu'un projet individuel, dans le sens où on a plus de marge de manœuvre. Je peux réaffecter des gens d'un projet à un autre. Si un projet a plus de problèmes que ce qu'on imaginait, je peux déplacer des gens depuis un projet qui va bien, ce que je ne peux pas faire en monoprojet. Okay. Donc voilà, c'est extrêmement puissant, c'est une carte postale, ça résume l'ensemble de ce qui se passe. Tout ce qu'il faut, une fois qu'on passe en mode portefeuille, c'est d'être capable d'avoir des priorités relatives. Et tout ce qu'on fait, c'est la concaténation des différentes fever charts de chacun des projets. Donc on les met tous sur la même page. C'est en pourcents, donc c'est facile. On peut mettre un gros projet, un petit, un projet de 2 mois à côté d'un projet de 8 mois, pas un problème, puisque c'est en pourcents. Un projet avec beaucoup d'incertitudes et donc un gros buffer, et un projet avec peu d'incertitudes et un petit buffer, c'est pas un problème puisque c'est en pourcents. Okay. Pour vous donner une idée, dans les entreprises qui font des gros projets d'ingénierie et où ils répondent à des appels d'offres, ils ont par exemple 6 semaines pour répondre à un appel d'offres, s'ils gagnent le projet, il y en a pour 3 ans d'exécution. L'appel d'offres de 3 semaines, il est sur le graphique, à côté d'un projet de 3 ans. On peut avoir des gros et des petits. Et ça permet de voir l'ensemble. Okay. Et les priorités sont identifiées en fin de compte par l'angle, la rougeur du projet. Donc dans cet exemple-ci, le plus important, celui qui a le plus de problèmes, c'est P1, puisque lui, il a pas beaucoup avancé, n'est-ce pas? Il est à 20% d'avancement, et pourtant il a déjà consommé 60% de son buffer. Donc s'il continue comme ça, il va exploser. C'est le projet le plus important dans la société, celui qui nécessite le plus d'attention managériale. Et c'est radicalement différent de ce qui se passe dans les entreprises en général, où tout le monde passe leur temps à regarder les projets qui vont bientôt s'arrêter, bientôt terminer. On l'a promis dans 2 semaines, etc. On regarde les trucs qui sont bientôt finis. Tandis qu'avec la chaîne critique, on prend rapidement l'habitude d'éteindre les feux au début et de se rendre compte, tiens, ça c'est un nouveau projet, on vient de le démarrer il y a 2 mois, mais il est mal parti, disons. Il y a un problème. Peut-être parce que si le client et nous, on n'est pas d'accord, peut-être que l'aspect n'est pas clair, j'en sais rien, ou la technologie, l'audace technologique est bien plus élevée que ce qu'on prétendait. Donc, en chaîne critique, tous ceux qui l'utilisent soulignent qu'ils se sentent beaucoup plus fiers et de leur apport en termes de valeur ajoutée à l'entreprise, parce qu'ils ne jouent plus aux pompiers à essayer de paniquer au dernier moment sur des projets qui doivent sortir, mais ils regardent les projets à l'entrée et ils se concentrent sur ceux qui sont en retard, et le système devient de plus en plus performant. Donc voilà, une carte postale pour gérer un portefeuille de projet. Je pense que ce genre de choses, pour l'avoir fait, c'est tout à fait pertinent pour des activités
de production en multi-unitaire ou en quasi pas répétitif, où chaque objet peut être considéré comme un projet. Et ce genre de choses, hein, bon, ça monte à... on a même un client qui a 900 points sur son truc, mais ça c'est peut-être un peu excessif, mais on peut parfaitement en avoir 30 sur un tableau. C'est pas un problème. Voilà, ça c'est... j'espère que avec le préambule sur la gestion de projet individuel, c'est pourquoi les gens qui font de la chaîne critique peuvent gérer des portefeuilles de projets facilement avec des résultats très bizarres. Ça ne s'arrête pas là, parce que ça c'est les résultats qu'on peut avoir en changeant de méthode de travail. Je vais assez rapidement commenter l'amélioration continue qui est possible une fois qu'on est en chaîne critique, parce qu'elle aussi, on y tient beaucoup, elle est trop rarement commentée dans les écrits et dans les conférences, etc. Mais je pense que c'est tout aussi important que le reste. Si on a créé cet environnement que je décris, il y a beaucoup plus de sérénité, beaucoup moins d'actions de pompiers, beaucoup moins de réunionites, etc. Alors qu'est-ce qu'on fait? On essaye d'améliorer plus encore le système. Et pour faire ça, toujours fidèle à la théorie des contraintes, on se focalise sur les choses critiques. On fait une analyse de pourquoi on a consommé le buffer. Le buffer est consommé quand on prend plus de temps que la moyenne, hein, donc c'est normal, on ne s'énerve pas. T'avais dit que tu avais 4 jours de moyenne, tu en as pris 6, pourquoi? Et il n'est pas coupable, parce qu'il a dit c'est 4 jours en moyenne, mais ça pourrait être 9. Pessimiste. J'en ai pris 6. On retourne le voir, pourquoi? Donc il n'y a pas de non-performance ou de critique à avoir. Et il dit, voilà, je sais pas, moi, ça nous a pris plusieurs jours pour avoir telle information du client, ou ça a pris ceci ou cela. On fait on somme ces différentes explications, on fait une analyse Pareto, et voilà, celle-là, qui est un exemple de concaténation d'un bout de Safran, un bout de Thales, un bout d'autres ingénieries, etc., donc du développement de produits électromécaniques un peu complexes, n'est-ce pas? Première raison, des tâches non identifiées. Ah, j'ai dû faire ça, c'était même pas prévu au planning. Typiquement, toutes les choses embêtantes de papier, de documentation, etc., c'était même pas prévu au planning. Qu'est-ce que tu as fait? Ah, ben j'ai fait la documentation pour le client. Mais c'est pas prévu. Livrable incomplet, c'est-à-dire qu'on m'a demandé de faire le plan, mais j'avais pas les specs de ceci ou cela. Donc j'ai reçu le paquet, oui, mais j'ai passé 2 jours au téléphone et en email à demander est-ce qu'on me complète l'information, je ne vais pas pu travailler. Etc., etc., etc. Toujours est-il que c'est presque systématique. La raison pour laquelle les gens expliquent pourquoi ils ont des problèmes dans les projets, qui est la variabilité des tâches. Je ne sais pas combien de temps ça va me prendre, chef. 4 jours, 8 jours, 10 jours. Ben, c'est jamais ça le problème. Si, elle est là. Là, d'ailleurs, je me suis trompé de flèche. C'est la durée aléatoire de la tâche, okay, mais c'est jamais ça qui tue les projets, en fait. C'est tous ces autres problèmes. Et bah, ça, on va pouvoir les traiter. Tâches non identifiées, c'est très... Si on a mis cet exemple-là, c'est que très souvent c'est la première. Pourquoi? Parce que les gens ont abandonné l'ambition de faire des beaux plannings exhaustifs et costauds, puisque ça sert à rien, puisque de toute façon, il n'est même pas imprimé, qu'il est déjà mort. Okay, donc puisque les plannings ne servent plus à rien, c'est plus un référentiel, ils s'en foutent. Okay, donc une fois que les gens commencent à comprendre qu'avec la chaîne critique, les buffers, le machin, etc., au contraire, les plannings, ils redeviennent de l'or, on fait un travail de plus de lean engineering d'ailleurs que de théorie des contraintes, pour créer des templates, des standards de gestion de projet dans lesquels on n'oubliera plus de tâches. Le livrable incomplet, on fait des checklists. Tu n'as pas le droit de prétendre que tu as terminé une tâche avant d'avoir coché une case et envoyer la documentation qui va bien à ton successeur, etc. Okay. Donc très court pour un sujet qui nous passionne parce que pour nous il y a beaucoup à gagner en travaillant de cette manière pour aller de plus en plus loin. Autre petit aperçu des choses qu'on fait. Dans une mise en œuvre de la chaîne critique, le moment où on met en œuvre l'exécution avec une fever chart varie d'une entreprise à une autre puisque leur point de départ sera différent. Certains n'auront même pas de réseau de tâches avec tout ce qu'ils ont à faire, donc n'ont à peu près pas d'outils de gestion de projet ou je ne sais quoi. Et donc ça peut prendre 2 mois de mettre en place. D'autres ont tout un système, mais il faut l'adapter à la chaîne critique, redéfinir les durées de tâches, etc. C'est le cas
vit en ce moment Christian dans l'entretien d'avions militaires. Ils savent qu'est-ce qu'ils ont à faire, c'est formaté, heureusement les tâches qui sont à faire sont déjà légalement prédéfinies, on sait très bien qu'est-ce qu'on doit faire, mais il faut revenir sur les durées, et après optimiser pour arriver à des durées de plus en plus courtes, donc là ça peut aller plus vite. Bref, il y a cette partie de setup qui est plus ou moins lente. Je vais juste faire un petit clin d'œil à quelque chose qui s'appelle les 5 Focusing Steps, qui est qu'est-ce qu'on peut faire en parallèle dès qu'on a compris la puissance de la chaîne critique, qui s'appelle donc les 5 Focusing Steps. Et c'est lié au fait que tout ceci, c'est de la théorie des contraintes, que le portefeuille, dans le portefeuille quelque part, il y a une contrainte de capacité. Il y a un service, on ne sait pas lequel. Ça peut être les gens qui s'occupent des achats, ça peut être ceux qui font les dessins techniques, ça peut être ceux qui font la documentation qualité, etc. Quelque part dans l'organisation, au niveau du portefeuille, il y a une contrainte de capacité. On la trouve, cette ressource, on va les voir, on regarde comment est-ce qu'on peut améliorer leur performance, et on augmente de 20%, 50%, 270% si vous regardez un de nos cas, la performance de ce service boulot, ce qui permet au portefeuille d'être exécuté beaucoup plus vite. Okay, donc c'est étonnant, très souvent on arrive à faire ça, et là c'est une question de jour ou de semaine. On trouve où est la contrainte de capacité, on va les voir, on dit qu'est-ce qu'on peut vous faire pour vous aider à aller plus vite. Très souvent, en fin de compte, c'est une spirale infernale, c'est-à-dire que ces ressources, même si vous ne savez pas qui elles sont initialement, toute la pression de la société est sur leurs épaules, parce que c'est là où se sont cumulés les retards, puisque c'est le boulot. Et donc, sans cesse, ils sont interrompus, il faut faire ça, on change de priorité sans cesse, ils sont en multitâche, ils sont en burn-out, ils sont en démission, etc. Donc, il faut aller trouver cet endroit, le bichonner, et on obtient des résultats vraiment très, très étonnants. Voilà. Je termine avec quelques cas. C'est toujours difficile quand on parle de chaîne critique de savoir quel cas, parce que la gestion de projet, c'est un univers extraordinairement varié, entre un projet de développement de logiciel pour une app de téléphone à un porte-avions, à le projet Grand Paris, à un portefeuille de développement de nouveaux produits, à de la production multi-unitaire dans une usine. Bon, donc avec ce préambule, j'ai pris quelques cas, mais c'est difficile de couvrir l'entièreté de la chaîne critique à travers juste quelques exemples. Voici un projet de développement pharmaceutique, de diagnostic de différentes maladies respiratoires et autres, très malheureusement d'actualité là en 2022 où je vous parle. Donc il y avait une très forte pression pour développer les nouveaux produits, et ils ont mis en place la chaîne critique. C'est des systèmes de diagnostic assez sophistiqués, de multiplex qui identifient plusieurs pathogènes simultanément en très peu de temps, etc. C'est la pointe des diagnostics médicaux. Donc énorme pression, en particulier sur les maladies respiratoires, Covid, etc. initialement, mais plus largement à travers l'ensemble du portefeuille, donc une forte pression concurrentielle. Et donc la chaîne critique a été mise en œuvre pour améliorer les performances. Plusieurs éléments conjoints ont été mis en œuvre, donc des choses comme limiter le nombre de projets en cours simultanément, parce qu'il y avait une trop forte pression, les gens se mettaient en multitâche entre différents projets, et donc ça s'embourbait. Avec cette capacité de modélisation, on a pu regarder là où il y avait des opportunités d'aller plus vite en rajoutant des gens, parfois juste une personne. On découvre que même s'ils sont plusieurs centaines dans l'organisation à travailler, à cet endroit-là, si on passe de 1 personne à 3 personnes, si vous recrutez quelqu'un ou déplacez quelqu'un, vous allez pouvoir passer de 9 semaines à 3 semaines à cet endroit, et ainsi de suite. Donc il y a pas mal de travail qui est fait. Travail qui est impossible si on n'a pas fait de la chaîne critique, parce que les gens, ils acceptent de faire ces réunions, de prendre ces décisions, s'ils croient dans la stabilité du planning, n'est-ce pas? Sinon, ils ne vont pas s'inquiéter de savoir que dans 3 mois, Albert va avoir trop de travail. Ils disent pas.
On verra bien. Hein. Okay. Donc, parce que on voit que les plannings deviennent de plus en plus stables, on passe son temps à essayer d'anticiper et à faire ce qu'on peut d'optimiser, de déplacer des gens, etc. Voilà. Et puis, mais ça c'est une marque de fabrique de Maris Consulting, c'est tout simplement que j'ai toujours un peu gêné quand on fait une conférence comme ça où le sujet c'est la chaîne critique, je parle que de chaîne critique, mais tous nos interventions mélangent plein d'autres bonnes idées de bon sens diverses et variées. Donc ici on a fait du full kitting, du Kanban, etc. pour gérer le flux d'informations et plein d'autres choses. Donc on n'a pas fait que de la chaîne critique et je crois que la chaîne critique elle facilite l'utilisation d'autres idées, mais dans les interventions on ne fait pas que de la chaîne critique. Là vous voyez un fever chart du vrai monde, n'est-ce pas? C'est un peu plus sportif que mon exemple pédagogique que j'ai juste, c'est pour ça aussi qu'on voulait le mettre. Hein. Ça a très mal commencé. Ok. Mais après ils ont réagi, etc. Et ça a quand même fini en avance. Voilà. Donc un cas qui montre du vrai monde, comment on peut avoir énormément d'aléas divers et variés et pourtant bien s'en sortir. Autre petite remarque, on voit en passant que les couleurs, chaque entreprise choisit ses proportions de rouge, de vert, de jaune, etc. On a même un client qui n'aime pas la partie jaune, il dit allez, je fais du vert d'un côté, du rouge de l'autre, l'orange je comprends pas. Voilà. Donc, et puis si vous avez des questions, les personnes de Maris Consulting qui fait le projet sont là, où ils vont répondre à toutes vos questions. Autre cas écossais en l'occurrence, un des leaders, le leader dans son métier de grosses usines flottantes. Je sais pas si vous voyez là, c'est des tugs, c'est une usine flottante qui sert à traiter pour les forages pétroliers en mer le flux d'eau, de pétrole et autres pour le filtrer, le séparer, etc. Donc c'est des énormes usines flottantes. Ils achètent un tanker d'occasion, ils enlèvent et à l'intérieur ils installent une usine c'est ça leur business. Et donc on a mis en place la chaîne critique pour faire ça. Plusieurs choses ont été faites. Et à nouveau, vous allez voir là un mélange de logique de chaîne critique et d'autres idées de bon sens, hein, parce que je crois que j'aime souligner qu'on ne fait pas que de la chaîne critique. La chaîne critique est très puissante pour ce qu'elle fait, mais il faut souvent rajouter d'autres bonnes idées. Donc le projet, un de leurs projets par exemple, c'est ça, n'est-ce pas? Il est en cours, celui-ci n'est pas tout à fait fini, mais il se présente bien. Hein, il est normalement bien terminé avec un peu d'avance. Pourtant, c'est une entreprise qui, avant de mettre en place la chaîne critique, tous leurs projets avaient des retards, tous, ils étaient à 0% de respect de délai, et ils avaient plusieurs mois de retard. C'est des projets qui durent à peu près entre 2 et 3 ans, entre la signature de la commande et la livraison de l'usine, et ils avaient entre 2 mois et 9 mois de retard, historiquement, pour leur projet, avec des fortes pénalités de retard, enfin, ça coûtait cher, etc. Maintenant, ils livrent à l'heure où on avance. Différentes petites astuces, par exemple, dans le travail d'exécution, ils avaient modélisé et l'attention managériale était par silo de métiers. J'ai les dessinateurs, j'ai les acheteurs pour le procurement et ainsi de suite. Ils ont repensé leur manière d'aborder leur projet par zone physique. On dit on va commencer par le rez-de-chaussée, on va tout faire sur le rez-de-chaussée. Après, on va faire telle zone, telle autre zone, etc. en mettant des équipes pluridisciplinaires sur les sujets et en soignant juste les interfaces qu'il y avait entre les différents blocs, en se disant voilà, il faut que le liquide doit sortir ici à tel volume, après j'attaque le bloc suivant, etc. Donc voilà. Et puis la notion de full kit. Regardez nos vidéos, nos cas, etc. C'est à peu près systématique dans nos interventions chez nos clients, la notion de full kit. Ne vous précipitez pas, assurez-vous que vous avez toutes les informations et ou éléments, items qu'il vous faut pour attaquer une tâche avant de commencer l'exécution. Sinon vous mettez le doigt dans l'engrenage qui mènera à plein d'inefficacité et de tensions et de disputes entre les gens, etc.
Voilà, donc les plannings revus, durée focalisée, intégration de buffer, etc. Voilà, ça se passe très bien. Et quand on voit quelque chose comme ça avec des centaines de personnes qui travaillent dessus, c'est compliqué, hein, c'est 50 000 tâches individuelles. La chaîne critique n'est que à un endroit donné, à un moment donné. C'est pas, ça a l'air compliqué comme ça, mais le regard de la chaîne critique permet de simplifier le regard porté et la manière de gérer ces choses-là pour s'assurer que assez tranquillement on va plus vite et à l'heure. Autre cas de pas loin d'ici, au Bourget, la société Embraer, l'entretien des business jets de l'Europe, Moyen-Orient, Afrique, de la société Embraer. Donc entretien de ces avions. On en fait d'ailleurs beaucoup de ce type d'intervention, aussi bien dans le domaine civil que militaire. Là, les résultats divisés par deux, c'est-à-dire que ils font différents types d'interventions sur les avions. La Check C ou la 96 mois, c'est l'équivalent d'une révision 100 000 km d'une voiture. On désosse assez largement le truc. Et ça leur prenait environ 10 semaines. Ils sont passés à 5 semaines, donc 2 fois plus rapide. Peut-être plus étonnant encore, une augmentation de la productivité de la main-d'œuvre des mécanos de 45%, enfin plus que 45% en fait. Beaucoup d'autres choses, des fins à l'heure, pipelining, c'est-à-dire le séquencement des avions. Toujours l'idée d'essayer d'éviter du multitâche, de rester focalisé sur une tâche après une autre. Ne pas commencer sur un avion trop tôt. Une des petites phrases choc de la chaîne critique, c'est si vous voulez terminer tous vos projets à l'heure, commencez-les plus tard. Okay. Et donc c'est pas parce qu'un avion est arrivé, qu'il est disponible, qu'on le fait entrer dans le hangar et on commence à travailler dessus. Non, on termine, focus and finish, on termine ce qu'on a déjà en cours pour maintenir les encours faibles et pouvoir se focaliser. Et on mettra le nouvel avion dans le hangar seulement quand il y a quelqu'un qui peut s'en occuper dans de bonnes conditions. On fait tout à fait la même chose là en ce moment sur une autre intervention sur des avions militaires. C'est exactement la même chose. Très souvent, dans des portefeuilles comme ça, on divise par deux les temps, ouais, ok. Mais une partie, c'est mécanique. On divise par deux le nombre d'objets, le nombre d'avions sur lesquels ils travaillent à un moment donné. Comme ça, les gens travaillent de manière 2 fois plus intense sur moitié moins d'items. Tout va 2 fois plus vite. C'est assez évident quand on y réfléchit, mais ça marche bien. Voilà, donc là c'est un exemple de leur fever chart, hein, avec des hauts et des bas, parce que dans leur métier, ils ont des findings, c'est-à-dire qu'ils démontent l'avion et ils découvrent que zut, ça à cause de la corrosion saline, etc. Il faut remplacer cette pièce, je dois la commander, il y en a pour 10 jours, etc. Donc il y a des hauts et des bas. Ils ont terminé à l'heure. Là, on voit la control room avec la fever chart, la composition des tâches, etc. Et le travail de distribution du travail auprès des mécanos. Il y a de nombreuses 3, 4, 5 vidéos de la société Embraer qui parlent de ça, qui présentent ça en français et en anglais, si vous voulez en savoir plus. Autre cas de pas très loin, puisque c'est à Mantes-la-Ville, dans le groupe Safran, de déménagement de machines dans une usine. C'est quelque chose, ça c'était il y a quelques années maintenant, mais c'est un cas qui me tient à cœur parce que depuis on en fait de plus en plus, donc de déménager des machines, soit de les réimplanter au sein d'une même usine, soit de déménager une ligne de production pour aller d'une usine à une autre. Donc on en fait beaucoup. Mais probablement ce marché-là n'aurait pas éclos de manière si spectaculaire si ce n'était que le client nous a beaucoup surpris par la performance qu'ils ont obtenue en utilisant la chaîne critique. Ils sont passés de 8 semaines à 6 jours et demi en fait. C'est-à-dire que ils avaient à déménager plus des 3/4 des machines d'une usine pour les remettre par famille de produits, par ligne de produits, etc. Une usine de 400 personnes avec des machines qui allaient jusqu'à 10 tonnes et ainsi de suite.
Le projet initial prévu en 8 semaines, le patron disait je peux pas fermer mon usine pendant 8 semaines. Réponse, je vous fais ça en deux mois d'août. Vous voyez qu'est-ce qui se passe entre le premier mois d'août et le deuxième mois d'août? Bah, c'est la pagaille. Non, ça va pas. Tout fier, il dit non, maintenant je sais le faire en 4 semaines. Il dit c'est trop long. Je te donne 2 semaines. Il revient, voilà, 2 semaines. Ah oui, bah, je te donne la semaine 50 et 51. Mais chef, il y a le Noël, les Nouvel An. Bah oui, ça fait 8 jours. Et ils ont fait en 6 jours et demi. Regardez les vidéos. Ils l'ont fait en 6 jours et demi. Donc on passe de 8 semaines à 6 jours et demi. Ça a interpellé beaucoup de monde, donc on en fait beaucoup maintenant. Et ce n'est que tout ce que je vous ai écrit. On crée des plannings, on les peaufine, on les optimise, on regarde comment faire mieux. Ici, par exemple, quand ils ont fait ça, ils se sont rendus compte que les cherry pickers, les nacelles qui étaient utilisées pour faire le câblage entre le plafond et etc., ils n'en avaient que prévu d'en avoir une, et que s'ils en louaient deux de plus, ils ont fait ça à 3 nacelles. C'était ça une des contraintes. Donc location de nacelles. Et ça a permis entre autres, c'est des choses comme ça, qui ont permis d'aller de plus en plus vite, et ça donne ces résultats incroyables. Mais regardez la vidéo, c'est pas moi qui le dis. Okay. Voilà. Un autre cas qu'on aime bien, de Aerosud en Afrique du Sud, une ETI qui travaille pour Boeing, Airbus, etc. Ils ont mis en place la chaîne critique pour le développement de leurs nouveaux produits. Ils ont, à notre connaissance, obtenu le record du monde de performance, puisque dans un vrai monde, avec des clients qui changent d'avis tout le temps, comme Boeing, Airbus et ainsi de suite, ils sont à plus de 98% de respect des délais de fin, avec les clients qui changent d'avis tout le temps, jusqu'au dernier moment. Voilà, c'est une vue du vrai monde de qu'est-ce qui se passe quand on est vraiment très très bon en chaîne critique. Je pense que c'est les meilleurs du monde. Vous voyez, ils sont à la frontière entre j'ai beaucoup de bruit, j'ai trop de bruit, j'ai trop de problèmes. Et ils ont des cas un peu particuliers, mais le résultat est là. Ils ont tellement bien aimé la chaîne critique qu'ils l'ont pas seulement mis sur le développement des nouveaux produits, mais ils ont décidé de l'étendre à, en fin de compte, tout projet chez eux. Et beaucoup de nos clients font ça, c'est-à-dire qu'ils avaient à faire une grosse mise à jour de leur système de gestion ERP là. Et donc ils ont considéré que c'était un projet, ils l'ont mis sous chaîne critique, ça s'est terminé en avance et ainsi de suite. Ils ont complètement fait une refonte d'un de leurs bâtiments, un de leurs entrepôts. Pareil, tout le côté BTP a été fait sous chaîne critique. Donc beaucoup de nos clients, ils commencent par mettre de la chaîne critique sur un sujet, et après ils se disent, voilà, tous nos projets, on va les faire en chaîne critique. Ça séduit énormément. À nouveau, alors pour le coup, une dizaine de vidéos sur cette histoire-là. 2 cas qui ne sont pas de Maris Consulting, mais connus par leur ampleur et par ce qu'ils ont obtenu. Un des cas sur la durée, pour une grosse entreprise qui est le plus spectaculaire, c'est la société Mazda, constructeur automobile. Ils ont commencé en 2003 et ils sont toujours en cours, n'est-ce pas? La chaîne critique est maintenant utilisée dans l'ensemble du développement de tout ce qu'ils font, tous leurs projets, toutes leurs voitures, etc. Donc ça, c'était une de leurs pubs internes quand ils ont développé des véhicules il y a quelques années. Des résultats extraordinaires, de réduction de durée de moitié. Si vous regardez dans le détail, on peut voir là-dedans, il y a plein de chaos dans les fever charts. Tous ces exemples permettent de voir que c'est quoi une fever chart normale. Voilà, ça peut parfois être un peu particulier. Mais voilà, ils sont très très contents. Ils considèrent même que ça a à peu près sauvé l'implantation de Mazda au Japon quand ils ont eu des soucis vers 2012. Autre cas emblématique plus récent de 2019, la société Embraer, troisième constructeur aéronautique dans le civil, a sorti un nouvel avion, le E-Jet 190-2. Il l'a sorti avec 22,5 mois d'avance, quand tous les concurrents, que ce soit Airbus ou Boeing, on compte les mois de retard, n'est-ce pas? Jamais on termine un avion en avance. Voilà, ça c'est leur fever chart, développement de 5 ans, et ça termine avec 22 mois d'avance. Ça a été tellement remarqué que ça a gagné le prix du PMI, qui est la plus grosse organisation mondiale des professionnels de gestion de projet, avec plus d'1 million de membres. Il y en a 26 000, je crois, en France.
Bref, voilà, et chaque année ils donnent un prix pour le meilleur projet du monde, et Embraer l'a gagné en 2019 à cause de ces performances-là. Pas seulement la vitesse, la productivité, etc., mais l'avion est un énorme succès commercial et de certification, etc., qui représente maintenant 60% du chiffre d'affaires de la société. Bref, ça a été un grand moment pour la société Embraer. Voilà, je vais m'arrêter là en termes de cas, parce qu'on pourrait continuer pendant des heures et des heures. J'ai refait le calcul ce matin. Vous avez le détail de 13 cas par ailleurs en mode vidéo sur le site de Maris Consulting, puisqu'il y a une conférence de 15 exemples de théorie des contraintes qu'on a faite pour fêter les 15 ans de Maris Consulting, et 8 d'entre eux sont des cas de chaîne critique, on en a 8 là. Et plus récemment, on en a rajouté 5 plus frais. Donc là, il y en a 11, plus ce que vous venez de voir. Bref, on a quand même beaucoup de cas que vous pouvez creuser à travers des présentations plus longues sur nos vidéos que vous trouverez sur notre site internet. Ça, c'est de l'aéronautique. Ça, c'est un constructeur de pompe à eau. Ça, c'est du semi-conducteur. Ça, c'est des équipements aéronautiques. Ça, c'est pour de l'armement terrestre. Ça, c'est pour des satellites, etc., etc., etc. Vous avez vu les logos de nos clients. Voilà. Pour conclure, je dirais juste, parce que ça me gêne toujours quand je présente comme ça une idée de la chaîne critique ici, que j'ai l'impression de dire que la chaîne critique est la réponse, quelle est votre question. C'est pas du tout notre propos. Là, c'est le sujet, donc j'en parle beaucoup. Mais pour nous, c'est juste une des briques, un des éléments à mettre en œuvre dans une transformation. Et pour moi, il y a en tout cas, dès qu'on parle de développement de produit, il y en a une autre auquel je tenons particulièrement, qui est la manière de Toyota de développer ses produits, dont on parle trop peu, je pense, le Toyota Production Process Development System, pour être formellement plus complet. Comment est-ce que Toyota conçoit des choses qui sont lean inside et qui donc ne vont pas perturber les usines dans lesquelles ils sont fabriqués. Nous avons ici avec Toyota en France, à Onin, un exemple de à quel point ça peut être de l'excellence. Et donc notre propos, c'est que dans ce domaine, la chaîne critique permet de mettre sous contrôle l'activité. Et une fois qu'on a mis sous contrôle l'activité, qu'on n'est plus pompier, en train de courir dans tous les sens, etc., on se pose et on se dit comment est-ce que je pourrais développer des produits meilleurs, plus faciles à fabriquer, être plus professionnel, former plus de gens pour accroître la polyvalence, avoir des meilleurs standards de production, de conception, des meilleurs templates, etc., etc. Voilà, pour nous, comme j'essaie de montrer ici, c'est peut-être par là qu'il faut commencer effectivement, parce que ça met de l'ordre, mais une fois qu'on a mis de l'ordre, la chaîne critique n'est que un système d'ordonnancement, de planification, de synchronisation des tâches, c'est tout. Donc si le produit il est nul, vous l'aurez à l'heure, mais il sera nul. Donc voilà, j'ai souligné que la chaîne critique, on l'aime passionnément, mais ce n'est que un système de pilotage des flux non répétitifs du monde. Voilà, j'en ai terminé, je vous remercie.